Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Le maintien en emploi, les clés pour être mieux accompagné. Ce webinaire vous est proposé par le SIAMT, le SISTEVO, la METIF, la Fédération régionale des services de santé au travail d'Île-de-France et le réseau Présence. Pour animer ce webinaire, le docteur Gérald Demortier, médecin du travail à la METIF Santé au travail, Véronique Bossard, assistante sociale au SIAMT, Angela Milner, responsable du pôle ergonome et psychologue du travail au SISTEVO, Céline Werner, ergonome au SIAMT, Frédéric Rambinézing, chargé de mission Bonjour. PDP maintien en emploi à la CRAMIF, et Virginie Niquez, représentante de la démarche concertée pour les plateformes aéroportuaires en Île-de-France et responsable communication au SISTEVO. Bonjour. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat sur votre droite. Les intervenants répondront à vos questions à l'issue de la présentation et un replay sera mis à disposition sur le site de la Fédération régionale à l'issue donc de cette session. Ce webinaire est organisé dans le cadre de la troisième édition des rencontres santé au travail organisées par Présence. À cette occasion, les 240 services de santé au travail de France organisent des actions et des informations qui insistent notamment sur le rôle social et la proximité géographique du réseau qu'ils représentent. Les services de santé au travail insistent également sur le rôle primordial d'accompagnement dans le maintien en emploi des salariés en entreprise. C'est la thématique que nous allons voir ensemble. Au programme aujourd'hui, donc, le maintien en emploi, les acteurs, la visite de pré-reprise, l'accompagnement ou bien encore l'expérience de la plateforme aéroportuaire. Les intervenants du jour aborderont ces thématiques au travers d'exemples concrets de parcours réels, individuels et collectifs. Avant justement de céder la parole aux intervenants, on va visionner une vidéo réalisée par Présence qui nous va permettre de contextualiser un peu donc, le maintien en emploi dans l'ensemble des missions des services de santé au travail. Bon visionnage. Thomas, quitte le partage si tu veux bien pour que je lance la vidéo.
Ainsi, les actions des SSTI sont articulées dans une stratégie globale d'intervention déployée au cœur du monde professionnel d'aujourd'hui pour éviter toute altération de la santé du fait du travail. Thomas, on n'a pas ton micro, voilà. Excusez-moi, voilà, juste sur votre droite, vous avez quelques chiffres pour mesurer donc l'importance de l'action des services de santé au travail en faveur du maintien en emploi. On va revenir juste quelques notions. Le maintien en emploi, donc c'est un enjeu crucial dans le monde du travail d'aujourd'hui. La prévention joue un rôle clé pour lutter contre la désinsertion professionnelle et limiter les risques d'inaptitude au travail. Et enfin, le maintien en emploi se construit donc tout au long de la carrière professionnelle. Et pour évoquer ce dernier point, je cède la parole donc au docteur Gérald Demortière. Merci beaucoup, Thomas. Alors, on va essayer à travers cette diapositive d'illustrer ce qui pourrait être le parcours professionnel type d'un salarié. Un salarié qui, vous le voyez, représenté au milieu de la diapo, qui se sent bien dans son entreprise. On est sur un salarié qui ne présente pas de problème de santé aujourd'hui, qui vit dans une entreprise où le partenaire, un des partenaires clés de l'entreprise, le service de santé au travail, exerce grâce à une partie non négligeable de ses équipes, je parle là des préventeurs, les préventeurs étant des techniciens, des AST, des ergonomes, des psychologues, enfin, qui contribuent autour des équipes de professionnels de santé à faire le cœur de la prévention primaire au sein de l'entreprise, à être les conseillers de la prévention primaire au sein de l'entreprise. Et on les a représentés là sur la gauche comme étant les acteurs phares de la prévention primaire, mais aussi assister des professionnels de santé, en particulier enfin, les médecins et les infirmières, dans le cadre des visites d'information et de prévention, dites initiales, ce qu'on appelait avant la visite d'embauche, et aussi ce qu'on appelle aujourd'hui encore la visite d'embauche pour soumis à certains risques spécifiques qui doivent être encore réalisés par les médecins. Mais la plupart des visites aujourd'hui sont réalisées par des infirmières, puisque 80% à peu près des salariés sont spécifiques. Donc la prévention primaire, vous voyez, première étape, un salarié qui se maintient dans l'entreprise parce qu'il y est bien, parce qu'on a un chef d'entreprise qui a entendu les conseils de prévention primaire donnés essentiellement par les préventeurs, et un salarié qui va, lors de sa visite d'embauche ou sa première visite, être doté de la connaissance de la manière dont il pourra au mieux gérer sa situation de travail et se prémunir des risques professionnels. Un événement surgit dans sa vie, un événement santé. Je pense à la survenue d'une problématique de diabète, une problématique d'asthme, que sais-je, problématique, et bien, elle va pouvoir être repérée en prévention secondaire par les professionnels de santé. Et là, l'acteur numéro un, c'est encore les infirmières, et c'est surtout les infirmières, puisqu'elles sont dans la périodicité, elles sont dans le suivi périodique, et elles vont pouvoir conseiller sur les traitements, réorienter vers les médecins, ou éventuellement réorienter vers le médecin du travail. On va voir juste après. On reste dans la prévention secondaire. La prévention secondaire, c'est le repérage des problématiques santé et reboucler vertueusement, grâce aux préventeurs, encore une fois, des études de poste, de l'ergonomie d'adaptation, le rôle et aussi des psychologues, donc pour soutenir, accompagner un salarié. Et on reboucle vertueusement vers l'entreprise. Vous voyez ce qu'on a essayé d'illustrer par cette petite flèche verte. Et là, ça marche, il revient, il est heureux, il est à nouveau adapté dans son entreprise. Malheureusement, tous les cas de figure ne se présentent pas comme ça. Il y a des fois des événements santé qui sont plus sérieux ou plus graves que d'autres. Et là, c'est le passage, c'est l'orientation par le professionnel de santé infirmier vers le médecin du travail dans le cadre de protocoles qui ont déjà défini ces process d'orientation spécifiques. Et là, va se mettre en mouvement ce qu'on appelle la prévention tertiaire. C'est évidemment accompagner ceux et celles qui ont besoin du soin,
avec des contacts avec les médecins traitants et les médecins conseils, et c'est là que se joue lors des arrêts prolongés la fameuse visite de pré-reprise qui est largement montée en puissance dans nos services. Je vois que sur 10 ans dans notre service, on est passé de 1% des visites à 6% des visites. Donc cette visite de pré-reprise, on en reparlera tout à l'heure, mais elle est une visite clé pour réussir son maintien en emploi. Donc le médecin du travail, alerté par le salarié lui-même, ou le médecin traitant, ou le médecin conseil, va pouvoir recevoir pendant l'arrêt un salarié en difficulté santé et étudier avec lui, et en même temps ses préventeurs, comment on pourra relancer la dynamique de l'emploi avec des mesures adaptées d'aménagement, des aménagements organisationnels ou des aménagements matériels au poste de travail. Donc nos préventeurs, que sont les ergonomes à nouveau, pour de l'ergonomie de correction, mais encore aussi les assistantes sociales et nos psychologues, puisque la santé, elle est physique et mentale, hein, vont pouvoir nous aider à construire cette prévention primaire. Et vous voyez que dans ce champ, dans ce triptyque de la prévention, ce triptyque vertueux de la prévention, tous les acteurs des services de santé au travail sont à votre service pour essayer de garder au mieux l'emploi, maintenir l'emploi tant que faire se peut. Alors oui, on a une petite flèche sur le côté gauche qui cite que l'échec, c'est ceux et celles qui malheureusement ne pourront pas tenir. On est sur 1 à 2% des salariés qui vont malheureusement subir une inaptitude. Mais là encore, ce n'est pas un échec total parce qu'on dit maintien en emploi, certes, mais il y a aussi maintien en employabilité, c'est-à-dire on n'est pas employable dans l'entreprise stricto sensu, mais là aussi par nos assistantes sociales en particulier, on va pouvoir construire un process de reclassement professionnel hors entreprise. Alors voilà, ce parcours type vous indique comment on peut vous aider à chacun des niveaux à construire le maintien en emploi pérenne. Alors c'est dans votre entreprise aujourd'hui, ce sera dans une autre entreprise demain, si le salarié quitte l'entreprise. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Alors évidemment, les services de santé au travail ne sont pas seuls, et c'est tant mieux, parce qu'on a besoin d'autres partenaires. Et M. Frédéric Gramby-Lezing de la CRAMIF va aborder avec vous ce sujet des acteurs accompagnant, heureusement, les services de santé au travail. Merci Gérald. Donc en effet, quand je discute, que ce soit avec les salariés ou d'autres acteurs, mais surtout avec les salariés, de maintien en emploi, comment réussir le maintien en emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle. Au départ, j'étais un peu surpris parce que le salarié pense que c'est une relation bilatérale, c'est-à-dire une relation qu'il a avec son employeur ou une relation qu'il pourrait avoir avec son service de prévention et de santé au travail interentreprise, donc ex-service de santé au travail. Eh bien non, c'est une relation à trois. Et de plus en plus, déjà, la base, c'est que le salarié doit être acteur de son projet professionnel. Là, c'est quelque chose, on ne peut pas accompagner quelqu'un qu'il ne souhaite pas, qui n'a pas envie. Par contre, nous, l'assurance maladie, on peut parfois l'inciter, lui faire comprendre. Des fois, le médecin conseil lui dit, attention, les indemnités journalières, c'est pas vita aeternam. Il y a un moment, un point d'arrêt. Donc, je vous invite à aller peut-être voir une assistante sociale pour étudier des pistes soit de reconversion ou autre. J'insiste bien, c'est une relation à trois et c'est simplement de cette manière que les choses peuvent fonctionner et donner de bons résultats. Le salarié qui est au cœur, qui est en fin de compte le moteur. Alors on a mis des engrenages parce qu'en fin de compte, il est important qu'il parle avec son employeur et avec son service de santé au travail. Malheureusement, dans les gens que nous recevons, et ça m'embête beaucoup, souvent, le salarié pense qu'il va travailler tout seul dans son coin, soit avec son service de santé au travail, soit avec la sécurité sociale. Eh bien non, ça ne donne pas de bons résultats. Quand nous arrivons à des bons résultats, c'est quand l'employeur est enclenché le plus tôt possible dans la démarche. Alors pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'il y a d'autres acteurs. Nous avons, donc là en fin de compte, il y a un triptyque à trois, un socle de base, et puis à côté, il y a
d'autres acteurs que j'ai mis en réseau. Alors, il y a des réseaux d'employeurs. Donc, enfin, l'employeur lui-même, il a son réseau peut-être de maintien en emploi, de handicap. Il y a ce qu'on appelle également le réseau du service public de l'emploi. C'est Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales pour les jeunes. Il y a également le réseau assurance maladie qui ne se résume pas à la caisse primaire qui paye des indemnités journalières ou à la CRAMIF qui peut aider à des aides financières pour l'achat de matériel. Il y a également ce qu'on appelle nos UGCAM, qui sont également les établissements ce qu'on appelle de rééducation professionnelle en entreprise. Il y a également aussi le réseau de soins. On entend par là médecins du travail, hôpitaux, chirurgiens, et le réseau de maintien en emploi associatif. Il peut y avoir la Ligue, il peut y avoir Clubhouse, etc. Je ne les citerai pas tous. Donc, en fin de compte, il est intéressant que tout ce monde se parle et qu'en fin de compte, on soit dans une action coordonnée. Et c'est ce que vont vous présenter mes collègues avec, en fin de compte, des exemples concrets et comment s'organise, en fin de compte, cette coordination. Merci Frédéric. Effectivement, l'objectif maintenant, c'est de pouvoir, à travers des situations concrètes que l'on a rencontrées au sein de nos services, vous illustrer les propos que l'on vous a déjà évoqués et justement comment ces parcours, ces personnes ont pu, grâce à l'intervention des différents professionnels et des différents acteurs, avoir une solution face à une problématique à un moment donné dans leur parcours personnel et dans leur parcours professionnel. Le parcours que je vais vous évoquer maintenant est celui de Béatrice, qui est agent hôtelier, qui a 50 ans. Béatrice, du coup, en tant qu'agent hôtelier, dans un ESAT, c'est un établissement et service d'aide par le travail. Elle assure le service du midi dans cet ESAT, dans le restaurant de cet ESAT, pour une soixantaine de personnes du lundi au jeudi. Elle a rencontré en 2018 une problématique de santé et notamment a présenté des troubles musculo-squelettiques qui ont été reconnus en maladie professionnelle. En novembre 2018, elle était en arrêt de travail à partir de cette date et à partir d'octobre 2019, elle a pris rendez-vous dans le cadre d'une visite de pré-reprise avec son médecin du travail. Le médecin du travail a alors évalué ce qu'on appelle la capacité fonctionnelle restante, c'est-à-dire la capacité de la personne à pouvoir réaliser encore certaines tâches ou les difficultés qu'elle rencontrait sur d'autres aspects. Pour faire le lien avec son activité de travail, le médecin a sollicité l'intervention d'un ergonome afin justement de pouvoir réaliser une étude de poste et voir quels sont les aménagements qui pourraient être envisagés afin de préparer une reprise qui était prévue pour fin mars 2020. Pendant la période d'arrêt, l'employeur a forcément réagi, a réorganisé l'activité en l'absence de la salariée. Et pour cela, en fait, elle a organisé l'activité avec une personne qui était en insertion. Donc, du coup, l'activité s'est maintenue. C'est ce qui a aussi permis, en fait, au départ, de pouvoir faire l'étude de poste sur le poste d'agent hôtelier. Et lorsque la reprise a été envisagée, les échanges ont eu lieu entre le médecin du travail et l'employeur, justement autour des conditions et des modalités de retour de la salariée. Suite à l'étude de poste, l'idée était de pouvoir identifier de manière plus précise les aménagements qui étaient vraiment nécessaires pour envisager la reprise. Et au cours d'une visite à nouveau, d'une nouvelle visite de pré-reprise, le médecin du travail a envisagé et proposé de mettre en place un essai encadré. Pour cela, le médecin du travail, du coup, s'est rapproché de l'employeur et des différentes parties, a sollicité son avis. L'employeur a validé cette perspective et cette proposition de réaliser un essai encadré et identifier un tuteur au sein de l'entreprise pour pouvoir accompagner Béatrice lors de sa présence dans l'entreprise pendant 3 jours. Donc, elle était présente dans l'entreprise pendant ces 3 jours, bien qu'elle soit en arrêt maladie. Au cours de cet essai encadré, elle a également été accompagnée en fait
par l'ergonome qui a pu justement identifier et échanger avec le L ainsi que le collectif sur les aménagements qui étaient prioritaires et nécessaires à envisager pour la reprise. Au préalable, l'assistante sociale avait transmis l'ensemble des accords, donc la demande complète en fait à la cellule de la CPAM qui avait validé également la possibilité de réaliser l'essai encadré. Suite à ces interventions, l'employeur a mis en place un certain nombre d'aménagements. Si tu peux avancer, s'il te plaît, Thomas. Voilà, merci. A mis en place un certain nombre d'aménagements, donc des aménagements à la fois techniques, des aménagements organisationnels. Donc, on est toujours, la personne médiatrice était toujours en arrêt. Une nouvelle visite de pré-reprise a eu lieu, toujours avec le médecin du travail. Et l'objectif à ce moment-là, c'était toujours de préparer la reprise, mais surtout de pouvoir rassurer et de vérifier si les aménagements qui avaient été mis en place étaient suffisants et pouvaient permettre une reprise à long terme de Béatrice. Donc, l'idée a été de renouveler une nouvelle fois en fait cet essai encadré, de pouvoir permettre à Béatrice de retourner cette fois-ci sur son poste aménagé, toujours dans sa période d'arrêt de travail et sur une période plus longue, puisque du coup, elle a pu être présente dans l'entreprise pendant 14 jours. Le lien a été fait également avec Cap Emploi, puisque nous avons en fait des réunions régulières en lien avec Cap Emploi pour justement pouvoir étudier ces situations d'une manière globale, donc comme vous l'a dit Frédéric, avec l'ensemble des acteurs, et ce qui a permis au final de rassurer et de rendre une certaine confiance sur la reprise à Béatrice, qui a pu, en juin 2021, du coup, reprendre son poste de travail sur ce poste aménagé. L'employeur a organisé la reprise avec, bien sûr, la salariée, le médecin du travail et aussi le collectif, puisque l'important aussi, c'est de pouvoir sensibiliser le collectif. Quand une personne est partie depuis longtemps, voilà, il faut pouvoir organiser cette reprise pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Et un suivi est toujours en cours, en lien avec le service de santé au travail, mais également avec Cap Emploi et l'employeur pour vérifier que la reprise se passe bien. Donc, au jour d'aujourd'hui, elle est en poste, sur son poste aménagé, et voilà, tout a été fait. En tout cas, elle se sent à l'aise sur ce poste et lors de sa reprise de travail. Je pense que du coup, Frédéric va pouvoir vous parler de la visite de pré-reprise qui a toute son importance, vous l'avez vu, et qui peut être mobilisée de nombreuses fois au cours effectivement d'un arrêt pour vous préparer la reprise. On pourrait dire la visite de pré-reprise, cet illustre inconnu quelque part, puisqu'on parle aux assurés, ils confondent visite de reprise, visite de pré-reprise, etc. Et c'est quand même assez compliqué pour eux. C'est vrai qu'on aurait pu inventer un nom plus simple. Alors, cette visite, elle fait peur. Quand je suis en contact avec eux, ils disent « Ah oui, mais monsieur, vous ne comprenez pas, visite de pré-reprise, mais moi, je suis malade. Hein. » Donc, ils pensent qu'on veut les remettre tout de suite, dès demain, au travail. Céline l'a bien expliqué hein, dans son cas, ce n'est pas tout à fait ça. Déjà, il faut se remettre dans le contexte. Cette visite de pré-reprise, elle est sollicitée par, donc c'est celui qui promeut cette visite de pré-reprise, ça peut être le médecin traitant, le médecin conseil de la sécurité sociale et évidemment le salarié lui-même. Quel objectif? Dans quel objectif on la sollicite? Simplement quand un salarié se pose une question en se disant, ben voilà, je pense, au vu de mon état de santé, il y aurait des difficultés. J'aurais des difficultés à la reprise. Et donc là, il y a tout intérêt de la solliciter. Mais comme je dis, le salarié, il faut qu'il soit acteur de sa santé, acteur de la démarche. Il ne suffit pas simplement d'appeler, de prendre rendez-vous. C'est déjà une bien chose d'appeler, de prendre rendez-vous auprès de son service de santé au travail. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que le salarié doit aller un peu plus loin, une démarche un peu plus
de réflexion, se dire, OK, je sais bien, j'ai fait un constat, potentiellement j'aurai des difficultés à la reprise, mais comment j'envisage les choses? Il faut qu'en fin de compte, l'échange avec le médecin du travail qu'il va rencontrer soit le plus ouvert, qu'il ait confiance, qu'il apporte aussi des informations aux médecins du travail, qui lui disent en fin de compte, voilà ce qui se passe dans mon entreprise, voilà moi comment je me sens, voilà mon état d'esprit, voilà ce que j'ai envie de faire, etc. Voilà. Moi, je dis que cette visite de pré-reprise, c'est aussi une chance. Voilà. Comme je dis souvent aux salariés, ne rien faire, c'est une perte de chance. Activer des outils, c'est gagner, en fin de compte, potentiellement en autonomie et gagner, en fin de compte, en employabilité. Parce qu'en fin de compte, nous sommes un ensemble d'acteurs qui sont là pour accompagner, mais pas pour faire à la place d'eux. Alors, nous allons voir notre deuxième exemple. Donc, effectivement, après le premier exemple de maintien en emploi, donc présenté par Céline, donc d'une salariée ayant eu un arrêt de travail et une maladie professionnelle reconnue de type trouble musculo-squelettique, nous souhaitions vous présenter un exemple de prévention dite donc primaire, autrement dit donc la mise en place de mesures de prévention avant que des impacts sur la santé apparaissent, donc également sur le champ des troubles musculo-squelettiques. Donc nous sommes dans une petite entreprise de menuiserie avec donc Jacques le menuisier qui est également l'employeur de sa petite entreprise et Théo son apprenti. Donc la menuiserie, pour commencer, c'est un secteur d'activité évidemment qui peut comporter des risques pour la santé avec notamment 92% des maladies professionnelles reconnues étant de type trouble musculo-squelettique du fait de gestes répétitifs, de manutention, port de charges lourdes, des postures contraignantes. Donc là, dans cette situation, l'employeur qui est directement exposé à ces risques pour sa santé est dans une démarche d'amélioration des conditions de travail avec un objectif de limiter, voire réduire l'usure professionnelle qui se fait un petit peu ressentir déjà. Dernier, il a identifié une activité qu'il ressent comme particulièrement difficile physiquement. Donc, c'est celle du chargement et déchargement du bois. En avril 2021, il prend donc contact avec son contrôleur CRAMIF pour connaître ses droits aux aides financières afin d'investir dans une aide à la manutention, notamment un chariot télescopique du type Fenwick, pour l'aider à manipuler le bois à son atelier. Lui confirme donc son éligibilité dans le cadre de subventions qui s'appellent TPE TMS Pro Action et il peut donc obtenir des aides financières pour l'investissement de mesures de prévention des troubles musculo-squelettiques à condition de faire réaliser une étude par un ergonome. Donc en mai 2021, il prend donc contact avec son médecin du travail qui va le mettre directement en relation avec un ergonome du service de santé au travail. Et donc, il va venir faire une étude sur l'activité principale donc, de chargement et déchargement de bois et qui a repéré donc 3 temps particulièrement à risque. Le premier temps étant celui où le menuisier part chercher son bois chez son fournisseur, où il porte seul ou avec son apprenti un par un les panneaux de bois pour charger son camion, donc en cumulé avec presque 400 kilos à porter. Et une fois de retour à son atelier, on a le deuxième temps vraiment identifié comme étant à risque, où il décharge une nouvelle fois l'ensemble de ses panneaux de bois pour les stocker, donc une deuxième fois un cumul de 400 kilos à peu près. Et puis un troisième temps des situations à risque, donc avec la manipulation des panneaux de bois, pour les apporter aux machines de découpe en fonction des besoins. Donc l'étude, elle a pu mettre en lumière effectivement le besoin de solutions techniques d'aide à la manutention, mais également des solutions organisationnelles. Et l'ensemble de ces mesures de prévention permettait de supprimer 2 des 3 situations à risque évoquées et de réduire le risque de la 3e situation, à savoir donc la mise en place d'une livraison de son bois sur palette par son fournisseur directement à son atelier, financé quelque part par le temps gagné à ne pas aller chercher son bois puisque ça correspondait à peu près 2 heures de temps. La mise en place d'un chariot télescopique, effectivement, mais à la condition qu'il soit compatible avec les palettes des fournisseurs, ce qui permet de ne plus avoir à décharger manuellement le camion, donc la suppression de la 2e situation à risque.
Et enfin, donc, la réduction de la troisième situation avec l'introduction d'un chariot à roulettes avec hauteur variable pour réduire les risques de manutention du bois d'une machine à une autre dans l'atelier. Donc, ce a été fourni à l'employeur qui a donc pu constituer son en juin 2021. Donc, la CRAMIF a pu étudier son dossier et valider donc, et mettre à disposition des fonds. Et donc, en été 2021, l'employeur a pu commander son nouveau matériel, mettre en place pour la rentrée la nouvelle organisation de livraison par son fournisseur avec un soutien et un accompagnement de son service de santé au travail à travers donc, le suivi des actions, la validation des équipements, etc. Donc, par la suite, l'employeur a souhaité mettre à jour son document unique d'évaluation des risques professionnels, étant donné la mise en place de nouvelles mesures de prévention. Et donc, le service de santé au travail va l'accompagner sur ce sujet. L'action est aujourd'hui toujours en cours. Donc, rapidement, pour conclure sur cet exemple, on voit bien l'intérêt d'une démarche de prévention primaire, puisqu'en réduisant les risques de développer des troubles musculo-squelettiques, cela participe grandement, finalement, au maintien en emploi. Je pense qu'on passe au troisième exemple. Véronique, merci d'activer votre micro. Merci. Oui, à mon tour de vous présenter donc une autre situation de parcours maintien en emploi avec Maria, donc qui a 56 ans et qui est femme de ménage dans une maison d'accueil pour enfants malades et elle y travaille depuis 2002, donc pratiquement 20 ans. Donc Maria rencontre le médecin du travail lors d'une visite de suivi dans son parcours professionnel. Et lors de cette visite, effectivement, est détectée ces difficultés de santé au niveau de ses membres supérieurs, au niveau de ses épaules. Et en tant que femme de ménage, c'est effectivement une partie difficile pour exercer son activité professionnelle. Donc, Maria n'avait pas eu beaucoup de temps d'arrêt durant l'année passée, mais là, le médecin du travail donc, lui propose de rencontrer donc, le médecin traitant afin d'aller vers une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Donc, en même temps, donc, le médecin du travail dirige Maria vers la cellule maintien en emploi du service de santé au travail afin de pouvoir viser et valider l'ensemble de ses droits concernant sa santé. Donc, une première évaluation de la capacité fonctionnelle est étudiée entre des examens médicaux, un spécialiste, le médecin traitant et le médecin du travail. Et auprès de la cellule maintien en emploi, donc effectivement, nous commençons l'accompagnement de Maria pour une demande de reconnaissance en maladie professionnelle. Ça, c'est la première étape. Et dans cette étape, Maria, donc, effectivement, se pose beaucoup de questions pour pouvoir continuer son travail, car elle souhaite absolument continuer son travail. C'est une personne qui est veuve, donc qui n'a pas de conjoint, qui n'a pas d'enfant, et la question de subsistance est prioritaire. Donc, le deuxième point donc, dans cette réflexion, sur le mois qui a suivi la rencontre avec elle, a vraiment permis de pouvoir poser les choses au niveau de sa santé, qu'il était dans un premier temps primordial de faire le point sur la santé afin de pouvoir évoluer vers une solution ou plusieurs solutions. Donc, après l'évaluation sociale faite avec Maria, la demande auprès de la maladie professionnelle de la sécurité sociale, qui a duré un certain temps avant d'avoir la réponse, nous avons également donc envisagé l'inscription pour une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, car à ce moment-là, Maria se pose la question, si je ne peux pas faire mon travail maintenant, vers quel poste de travail je pourrais me diriger, parce qu'effectivement, elle a 56 ans et elle n'est pas à l'aube de la retraite. Et
Maria donc, avait fait différentes activités dans sa carrière. Donc, auparavant, dans sa carrière professionnelle, en dehors de cette association, elle avait eu un travail très administratif et au sein de cette association, elle avait développé une très grande qualité d'écoute des parents et des enfants, puisque c'était une institution donc, qui recevait des enfants malades. Et à ce moment-là, donc, une discussion ouverte dès le départ avec l'employeur a permis effectivement de faire évoluer la situation et Maria peut-être vers une reconversion professionnelle que nous avions également abordée avec elle. Donc, pour aller vers cette orientation professionnelle, il fallait déjà commencer par un bilan de compétences donc, qui a été mis en place et qu'elle a pu commencer dans la poursuite à partir de septembre 2020 sur une période donc, de 2-3 mois avec un accord pour la sécurité sociale pour qu'elle puisse faire son bilan de compétences donc, durant son temps d'arrêt. Et les échanges avec son employeur ont toujours été de fait entre le médecin du travail et Maria pour pouvoir envisager effectivement si je peux me reconvertir, est-ce que je peux rester dans l'association, est-ce que en fonction des postes peut-être d'accueil, je pourrais avoir un poste donc, au niveau de l'accueil. Donc les évolutions continuent. Et entre septembre 2020 et septembre 2021, donc là, il y a un an qui se passe, avec un delta temps donc un petit peu long pour pouvoir terminer le bilan de compétences, avoir, je dirais, des passages difficiles dans le fait que la situation administrative n'avançait pas vite. C'est-à-dire que le délai de retour de la sécurité sociale, de la maison du handicap, donc ce sont des temps qui sont très longs. Et Maria, donc au niveau psychologique, a été sur des moments un petit peu plus bas et qu'il a fallu donc accompagner pour qu'elle garde confiance et espoir dans le travail qu'elle a pu mettre en place. Et enfin arriver à la fin du bilan de compétences et trouver le type de formation qu'elle pouvait envisager, qui était sur... pardon, je suis en train de rechercher le thème, donc, qui devait pouvoir se faire avec le Greta, et qui était donc chargée d'accueil et administrative, donc qui rejoignait le travail qu'elle avait donc déjà fait auparavant, et sa capacité d'écoute qu'elle avait développée dans cette association. Donc la mise en place de la recherche de cette formation passe par une inscription sur un dossier avec Transition Pro, et Transition Pro, donc, où nous avons pu voir toujours avec l'employeur d'avoir son accord pour pouvoir terminer ce dossier d'inscription pour la formation Greta qui devait commencer en septembre 2021. Et entre fin août et le 20 septembre, eh bien là, patatras, la sécurité sociale donc, qui a stoppé les indemnités journalières maladie professionnelle, et donc Transition Pro qui a refusé l'entrée en formation. Donc là, c'est tout récent. Donc, nous avons mis en place donc, le relais avec Cap Emploi pour que Maria puisse envisager donc, la formation de la session prochaine qui se débutera donc, en mars 2022 au lieu de septembre 2021. Et Maria donc, a réussi donc, à être formée, d'avoir trouvé une formation qui lui convienne. Elle va effectivement passer par une sortie de l'entreprise, mais elle va pouvoir être suivie par Cap Emploi et pouvoir faire sa formation donc à partir de mars 2022. Donc, dans ce parcours maintien en emploi, on a pu voir qu'on ne peut pas, là, elle n'a pas pu forcément être en poste dans la même entreprise, mais que par contre, on a réussi sur une année
à pouvoir faire un bilan de compétences, la recherche de formation, l'inscription à la formation avec l'aide de son employeur actuel, et que dans les 6 mois qui vont se dérouler, elle va pouvoir commencer sa formation et pouvoir être apte à un nouveau métier. Voilà. Donc, je vais laisser la place donc, aux actions de prévention concertées en plateforme aéroportuaire de Paris. Merci Véronique. Alors, après avoir beaucoup parlé de travail collectif finalement, de chacun des acteurs qui ont été évoqués depuis le début de ce webinaire, on voulait aussi vous parler d'une action concrète, une action de prévention concertée qui a été menée par 7 services de santé au travail, par des services de l'État également. Donc, il y a eu l'ADRIET, la CRAMIF qui a été engagée dans ce gros projet qui s'est étalonné sur plus d'1 an et demi, et également les entreprises concernées, les organisations syndicales et les branches professionnelles du secteur de l'aéroportuaire, donc de la plateforme aéroportuaire de Paris. Pourquoi ce travail a-t-il été engagé? Écoutez, au vu de la pénibilité et du taux de sinistralité qui existe autour des bagagistes et des agents de sûreté, il était indispensable d'agir et d'agir en prévention. Pour ce faire, du coup, beaucoup de choses ont été réfléchies et on est arrivé à monter un groupe de travail, même plusieurs groupes de travail, pour étudier un volet ergonomique concret directement dans les entreprises avec les travailleurs concernés. Et puis également, en parallèle, faire une campagne totale de communication et de sensibilisation autour du maintien en emploi pour ces publics concernés, donc à savoir les salariés et les intérimaires, bagagistes et agents de sûreté de ces plateformes aéroportuaires de Paris qui ont des travails au quotidien qui finalement peuvent être très pénibles et donc ils peuvent se retrouver avec des gros problèmes de santé qui peuvent empêcher leur employabilité dans leur profession. Notre travail collectif avec les services de santé au travail et toute l'équipe citée tout à l'heure, ça a été de travailler ensemble au niveau de cette campagne de communication pour proposer des supports de prévention et permettre justement à ces salariés de prendre conscience de ce qu'il fallait faire pour ne pas subir la situation. On a éveillé les consciences, on l'espère en tous les cas, c'était l'objectif dans le cadre de cette action. On a souhaité aussi remettre sous les feux des projecteurs, j'ai envie de dire, l'équipe qui va travailler autour d'un salarié qui peut être en difficulté ou avoir un problème de santé. Et on est revenu sur ce fameux triptyque dont vous a parlé tout à l'heure M. Rambi-Nezing, avec le salarié à l'initiative de cette prise en charge et cette prise de conscience de sa problématique de santé, l'employeur et également son service de santé au travail, donc son médecin du travail ou l'équipe même du service de santé au travail. Et ensemble, la situation et l'état de santé de ce salarié va être prise en compte, étudiée très précisément. Dans les supports qu'on a travaillés, on a commencé par réfléchir à des supports qui pourraient toucher tous ces publics, à savoir des affiches qui seraient effectivement assez génériques et qui essaieraient de simplifier le parcours du maintien en emploi d'un salarié. Donc là, on s'adressait directement à un agent de sûreté qui, via un petit schéma et un petit parcours, va pouvoir voir tout de suite concrètement quelles sont les étapes à franchir afin d'être accompagné dans son maintien en emploi à partir de son arrêt de travail et de sa visite de pré-reprise. Ensuite, après cette affiche, on a proposé un flyer recto verso qui sera distribué et qui est déjà distribué d'ailleurs dans le cadre de cette action sur toute la zone aéroportuaire. Ce flyer, destiné directement donc, aux agents de sûreté et aux bagagistes, représente les 2 métiers. Dans ces 2 métiers, on attire l'attention sur le quotidien. Avoir mal au travail, ce n'est pas normal. Donc, ne restez pas avec votre problématique. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Mettez en place des mesures, comme on vous l'a dit tout à l'heure, de prévention primaire. Plus tôt on prend le problème en charge, mieux ça sera. Et donc, on donne des petits conseils sur le recto de ce flyer pour déjà, au quotidien, pouvoir faire attention à sa santé. Ensuite, au verso de ce flyer, il y a à nouveau un zoom et un focus donc, qui sera fait sur le parcours du maintien en emploi
et les clés qui sont données à ce salarié pour prendre en charge sa situation et ne pas rester avec sa problématique. Pour essayer de toucher un maximum de monde, cette campagne de communication a été réfléchie avec mes homologues sur, on va dire, une communication à 360 degrés. Ça veut dire qu'on voulait utiliser tous les supports, des affiches, des flyers, mais également des petits films, des motion design, qui sont donc 2 dessins animés qui ont été aussi réalisés avec ces petits personnages, bagagistes, agents de sûreté, dans lesquels sont vraiment détaillés tous les 2 parcours en fait qui les concernent, le bagagiste et l'agent de sûreté. Ces 2 parcours sont détaillés et donc on voit du début jusqu'à la fin quelles sont les situations et quelles sont les évolutions directement dans l'histoire propre de ces salariés. Ça permet concrètement de savoir à qui s'adresser, comment réagir et qui sont les acteurs et les clés pour être actifs dans son maintien en emploi. Ces supports-là sont directement proposés dans la zone aéroportuaire, mais ça nous permet d'en profiter pour vous rappeler que dans tous les domaines, il y a des supports de communication qui sont utilisables, qui existent pour sensibiliser vos salariés et qui permettent justement d'éveiller les consciences. Les supports en question ils sont disponibles. Vous aurez les URL en fin de webinaire, donc n'hésitez pas à vous en servir ou si besoin, si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique, à vous orienter vers vos professionnels de services de santé au travail. Voilà. Merci Virginie. Alors, là, on va parler un peu d'actualité. Il a été voté récemment donc, la loi pour renforcer la prévention en santé au travail, donc le 2 août dernier. Et donc, on va voir maintenant avec le docteur Debortière, il va nous exposer en quoi ce texte va nous permettre d'aller plus loin dans le maintien en emploi. Oui, merci. Merci à tous. À travers tous les exemples qu'on a visités cet après-midi, on s'aperçoit qu'évidemment, on ne part pas de rien, loin s'en faut, et que déjà, nous sommes bien rodés, bien en marche pour l'action maintien en emploi. Néanmoins, le législateur a souhaité renforcer encore nos moyens d'action, en particulier, alors c'est un détail sémantique, néanmoins, le terme prévention sera désormais adossé à la dénomination de nos services, qui passe de service de santé à service de prévention en santé au travail. Et on revient sur la diapo initiale où je vous avais exposé ces 3 axes fondamentaux: prévention primaire, faire tout pour que les conditions de travail soient optimales au sein de l'entreprise; prévention secondaire avec le repérage des problématiques santé, agir en amont une dégradation d'une problématique santé pour éviter qu'elle ne s'aggrave et qu'elle devienne trop handicapante avec un risque de désinsertion; et enfin, la prévention tertiaire. Alors, qu'est-ce que nous propose la réforme? Donc, il sera applicable au 31 mars de l'année 2022. Mise en place, alors cette fois-ci obligatoire, d'une cellule pluridisciplinaire dans chaque service de santé au travail. Je vous rassure, on n'avait pas attendu au sein des services de l'Île-de-France pour le faire. Néanmoins, elle sera formalisée et ça prend du sens. Et ça nous oblige aussi à réfléchir à sa forme, son contenu, ses missions. On va parler aussi de la visite de mi-carrière. La visite de mi-carrière s'installe à 45 ans, faire un point avec un professionnel de santé. Ce sera un médecin ou peut-être une infirmière en pratique avancée qui réalisera cet état des lieux fondamental. L'adéquation est-elle toujours pertinente entre l'état de santé de ce salarié de 45 ans et son poste de travail? On va suivre de près la problématique des polyexpositions, c'est-à-dire avoir une analyse holistique des conditions de travail et des expositions professionnelles, être vigilant sur tout ce qui peut détériorer la santé au travail, donc prévenir cette détérioration. Le renforcement de la visite de pré-reprise, on ne sait pas trop encore, mais on entend ça et là un décret qui pourrait. Alors, le ministre Laurent Pietraszewski nous a dit que le texte sur la PDP devrait être déployé avant le 31 décembre de cette année. Visite de pré-reprise qui deviendrait peut-être obligatoire à partir d'un certain nombre de mois d'arrêt, 3 mois, on ne sait pas encore. Un rendez-vous de liaison, ça c'est très très intéressant, même si on le faisait déjà de façon un peu informelle, c'est-à-dire cette fois-ci le triptyque employeur, salarié, professionnel de santé, discuter en amont de la reprise pour voir un petit peu comment se situent les motivations de l'un et de l'autre, et le médecin du travail étant là, présent, à l'écoute des 2 protagonistes.
Une visite post-exposition, fin de carrière, c'est tout à fait intéressant aussi. C'est l'occasion aussi d'offrir le maintien en emploi, c'est aussi le maintien en post-emploi hein, pour une retraite heureuse, hein, si j'ai envie de dire. Hein. C'est fondamental que la post-partie des 40 années de travail puisse se passer sans dégâts santé. Et enfin, les conventions de rééducation professionnelle qui vont pouvoir vraiment se mettre en place avec nos partenaires de la CEPAM, les réseaux hospitaliers. Tout ça est très, très intéressant. Donc, je vous l'ai dit, application attendue d'ici la fin de l'année. Alors, j'ai envie de repasser la parole à mon ami Frédéric, parce que tout à l'heure, il vous a parlé de nos partenaires, de tous ceux qui gravitent autour des services de santé, qui sont effectivement incontournables pour faire du bon boulot. Et j'aimerais que Frédéric nous aide un petit peu à faire un point, qu'il nous dise sa vision globale de la situation. Voilà, à toi Frédéric, je te remercie. Merci Gérald. En effet, ce qu'il faut retenir, c'est que le maintien en emploi, ça ne s'invente pas. Le maintien en emploi ou la prévention de la désinsertion professionnelle s'envisage tout au long de la carrière du salarié. On n'en a pas assez parlé, c'est en filigrane pendant les différents exemples, un repérage précoce. On voit en fin de compte que parfois le salarié il met du temps, il y a une phase de déni, et nous, le réseau, nous pouvons l'accompagner dans cette phase de déni pour avancer. Vous avez vu également que les différents dispositifs, parfois, sont longs à enclencher. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant que le salarié puisse bénéficier d'une visite de pré-reprise, voire d'une deuxième visite de pré-reprise, allez, soyons fous, voire même une troisième visite de pré-reprise. Voilà. Évidemment, le socle de base, et je ne cesserai de le répéter, c'est un engagement du salarié. Voilà. Et de l'entreprise. Voilà. Là, on est là, salarié, entreprise, et puis après, naturellement, s'enclenche le service de prévention et de santé au travail. Bien évidemment, il faut voir la prévention de la désinsertion professionnelle, bien entendu, avec des mesures individuelles, mais des mesures collectives. Il faut également, me semble-t-il, enclencher le collectif de travail. Il faut vous appuyer sur nos amis des services de santé au travail. Ils ont l'expertise, ils sont sur le terrain, ils connaissent vos salariés, ils connaissent les métiers. Et puis, il faut faire confiance à l'ensemble des partenaires, et vous avez vu, alors on n'est pas encore, comme disait Gérald, peut-être parfait, mais on y travaille en Ile-de-France. C'est vrai qu'avec ce qui est quelque chose de très bien, les services de santé, ils sont très innovants en Ile-de-France, ont mis déjà en place ces cellules de maintien pour travailler avec un réseau d'acteurs que nous avons vu. Voilà pour moi. Merci Frédéric. Alors, par rapport à tout ce que nous avons vu, si vous voulez aller plus loin, donc, il a été indiqué dans la présentation des liens vers vos services de santé au travail respectifs, avec notamment des liens d'information, comme l'a dit Virginie tout à l'heure. Et donc, je vous rappelle que le support et le replay sera donc disponible à l'issue de la session, notamment sur le site de la Fédération régionale des services de santé au travail d'Île-de-France. On va passer maintenant, il nous reste un petit peu de temps, aux questions. Donc, si vous avez des questions, merci à vous. N'hésitez pas hein, de les écrire dans le chat. J'en profite pour te remercier, Thomas, pour l'animation de ce webinaire. Je précise donc que Thomas Limousin est chargé de communication documentaliste à l'AMETIF Santé au Travail. Nous attendons vos questions. N'hésitez pas. Alors moi, j'ai une question aux gens qui nous suivent, justement, puisqu'ils n'osent peut-être pas. Donc, je vais vous poser la question. Ce qu'on vous a présenté, est-ce que pour vous, c'est de la science-fiction ou ça correspond à votre quotidien? À vous de prendre la parole maintenant. Hein. Donc, on a une première réaction. Peut-être a-t-on été clair.
Frédéric. Peut-être. Non, parce que c'est vrai qu'on va sur le terrain, on a souvent « Ah ben oui, mais en fin de compte, ça se passe pas comme ça, c'est compliqué, etc. » C'est une réalité, c'est compliqué. Mais ce qu'on a voulu, en fin de compte, vous montrer, en choisissant différents secteurs d'activité, c'est que, comment dirais-je, nous sommes là, en pluridisciplinarité, pour vous accompagner face aux problèmes que vous rencontrez de maintien en emploi. Peut-être y a-t-il des expériences réussies ou pas que certains auditeurs pourraient nous rapporter, ou peut-être de carences en soutien. Comment pourrait-on mieux faire? Comment pourrait-on mieux vous accompagner? Ou de méconnaissance sur les dispositifs? Oui, c'est Oui, ça. bien J'avais sûr. posé effectivement comme question. Est-ce que c'est des choses que. Est-ce qu'on vous a apporté des connaissances sur des dispositifs, notamment sur l'essai encadré qui pose. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez effectivement? C'est vrai que notre crainte, et on a essayé de faire bien, mais c'est pas sûr, c'était d'avoir un discours d'entre-soi, entre spécialistes. Et ce qu'on a essayé, c'était de parler un langage accessible à tous, parce que c'est vrai qu'on on utilise vite des termes totalement fermés et réservés aux techniciens du sujet. Donc, n'hésitez pas à nous dire si nous avons été suffisamment clairs, s'il faut revenir sur certains thèmes pour les clarifier. Et moi, je voulais ajouter au discours de Frédéric, c'est qu'en fonction des différents parcours que nous avons vus, on voit qu'effectivement, c'est un partage vraiment entre partenaires pour trouver là où les solutions à chaque situation qui est toujours différente l'une à l'autre. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers les quelques décennies que j'ai comme expérience dans la santé au travail, qu'on appelait avant, il y a longtemps, la médecine du travail, que demain, nous allons, et j'en suis ravi, appeler la prévention en santé au travail, c'est qu'on a appris justement au fil du temps à déjà beaucoup mieux travailler avec les partenaires. J'ai connu des périodes où on était bien seul. Et puis progressivement, on a sur le local rencontré, et on a continué à le faire il n'y a pas si longtemps que ça. En 2019, d'ailleurs, on avait initié en Val d'Oise des rencontres avec nos amis de l'assurance maladie, avec les médecins de ville, mais aussi ce qu'on appelait avant le Sésame, etc., qui sont devenus aujourd'hui Cap Emploi. Enfin, toutes ces structures qui existaient en local, là je parle du Val d'Oise parce que c'est le seul département que je connais bien, et on a appris à mieux travailler ensemble. C'était pas simple, parce qu'il n'y avait rien qui nous unissait comme ça spontanément. Aujourd'hui, les textes, enfin, nous ramènent sur un projet commun et vont vous aider, je l'espère, à y voir plus clair dans ce dédale d'outils et de partenaires. Voilà, c'est ce que je souhaite vivement pour les années à venir. N'hésitez pas à nous dire. Je suis tout à fait d'accord avec le docteur de Mortière. C'est vrai qu'en fin de compte, on était travaillant en tuyau d'orgue. Aujourd'hui, en fin de compte, le maintien, il prend de l'essor, etc. Parce que on se connaît, on a plus de facilité pour se contacter avant de dire bah oui, mais sans conseil, la sécu, etc. Comment je peux contacter, je contacte pas, je sais pas, et ça prend du temps. Aujourd'hui, enfin, on a des instances où on commence à se rencontrer, à débloquer des dossiers, et là, c'est une vraie avancée. Et avec la réforme, j'espère, on pense que ça sera on ira plus loin dans ce travail en commun. Très bien, bah écoutez, c'est sur cette ouverture sur l'avenir. Nous allons nous quitter. Oui, je vois qu'il reste donc 30 secondes. Bah écoutez, il nous reste à vous remercier vraiment de votre attention et de votre participation à cette conférence webinaire. Et il nous reste à vous souhaiter donc une bonne fin de journée à tous. Merci. Merci à tous. Merci Thomas. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.